Épisode 363, les technos, vous le savez, durant l'été sont là aussi, mais une semaine sur deux. L'été va se terminer bientôt, hein, donc on va bientôt arrêter d'avoir cette succession d'épisodes et de hors-série consacrés au Web3. Si vous n'en avez pas encore vu, allez-y, allez goûter, il n'y a pas de souci. C'est à votre disposition, servez-vous, c'est gratuit. L'épisode 363, ça va se passer avec, d'un côté, à ma droite, Aurélien. Salut Aurélien. Salut. De l'autre côté, forcément, à ma gauche, David. Salut David. Salut. Avec toujours un petit décalage, mais c'est pas grave. Et ce qu'il y a de bien, c'est que cette fois-ci, David, par compassion pour toi qui est en Thaïlande et qui a toujours chaud quand nous enregistrons des épisodes, eh bien nous aussi, on a décidé, Aurélien et moi, d'avoir un peu chaud. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc on va transpirer ensemble durant à peu près 60 minutes pour parcourir ensemble aussi notre abécédaire technologique. C'est notre revue de presse technologique, enfin, c'est plutôt leur revue de presse technologique. Comme chaque semaine, vous le savez, et ils ont épinglé quelques news qui les titillent un petit peu et qu'ils ont envie de partager avec vous. Et si vous le voulez bien, les petits amis, on va pas traîner, hein, on va y aller tout de suite. Avec la lettre A comme AI ou IA, mais ce serait la lettre I dans ce cas-là, peut-être, on va parler de jeux vidéo avec David, si je ne dis pas de bêtises, David. Tout à fait. Donc, je vais parler de AI Dungeon, qui est un jeu qui n'est pas tout neuf, mais que j'ai découvert cette semaine, de par l'annonce qui sortait sur Steam. Alors, qu'est-ce que AI Dungeon ? AI Dungeon, en fait, c'est un jeu en mode texte. C'est un jeu d'aventure textuelle, en fait, dont les scénarios ne sont pas préécrits, mais sont générés en temps réel par une intelligence artificielle. C'est assez marrant parce que on peut écrire en langage naturel, évidemment c'est en anglais, mais l'intelligence artificielle apparemment comprend pas mal ce qu'on écrit et dans le contexte de ce qu'on écrit invente au fur et à mesure l'histoire et le scénario. Comme on dirait un peu comme les jeux de rôle, Dungeons et Dragons, où il y a le maître de jeu et les joueurs qui créent un peu la narrative et l'histoire. Mais ici, réellement, on peut vraiment dire ce qu'on veut, n'importe quoi, et l'intelligence artificielle parfois donne des choses assez cocasses. Alors, donc, ce n'est pas tout à fait nouveau parce que ça existe déjà en version web depuis. Je pense que ça fait 2 ans que quelque chose comme ça qu'il est sorti. Ça n'a pas été très bien accueilli sur Steam parce qu'en fait, le prix n'est pas si bon marché que ça. C'est une trentaine de dollars pour quelque chose qui était en fait gratuit en version web, enfin entre guillemets gratuit, parce que toutes les 10 actions, il faut regarder une publicité pour avoir à 10 actions supplémentaires. Alors, ils ont 2 niveaux d'intelligence artificielle, un niveau qui s'appelle Griffon et un autre niveau qui s'appelle Dragon. L'intelligence artificielle Dragon est nettement plus évoluée, mais pas disponible sur Steam. N'est disponible qu'en version web payante. Je n'ai pas acheté la version Steam, mais ayant découvert ce jeu, je l'ai essayé en version web et c'est assez intéressant. Et à toute personne intéressée par ce genre de choses, je leur conseille de faire un essai. Dans la description, il y a un lien vers une page tout en français qui explique de fond en comble qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne. Donc voilà, toute personne qui veut découvrir ça, c'est là. Bah oui, allez-y, à votre bon cœur, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que de temps en temps, quand il y a un jeu comme ça, inattendu, j'ai envie de dire inattendu parce que y a pas, comme tu disais, un scénario préétabli, c'est le jeu qui construit quelque part son aboutissement, bah c'est assez rigolo. Enfin, je sais pas ce qu'en pense Aurélien, si ça le botterait ou pas, ce type de jeu. Je savais même pas que ça existait, pour être tout à fait franc avec vous. Donc en mode textuel, on aurait une... Enfin, c'est une invite de commande, quoi. C'est pas plus évolué graphiquement qu'une invite de commande. Ce n'est pas plus évolué que ça, quoiqu'ils ont ajouté récemment une génération d'images 2D qui sont en fait générées par intelligence artificielle en fonction de la phrase. Mais ce sont des images qui ne sont pas nettes du tout. C'est fort pixelisé, mais c'est vrai que c'est
c'est assez intéressant ce que ça donne, mais à la base c'est du mode texte. Donc en invité de commande, on écrit, on lit, c'est... Voilà. Ouais, les visuels sont basiques de chez basique, hein, je vous confirme. C'est vraiment 4 pixels qui se battent en duel, clairement. Mais enfin bon, voilà, ça agrémente un petit peu le jeu. Et si les visuels sont aussi créés par l'intelligence artificielle, ça rajoute encore... voilà. Bonne pioche, j'ai presque envie de dire. C'est vrai qu'il fait tellement moche dehors qu'on a envie de rester enfermé à jouer aux jeux vidéo. Donc, c'est une opportunité pour si vous voulez garder les enfants à la maison, par exemple. Voilà, c'est aussi une possibilité. Merci David, ça nous change la virgule flottante de la dernière fois. Faut dire les choses comme elles sont, mais on avait bien aimé aussi la virgule flottante. Je vous renvoie à un épisode précédent où se trouvait David. Vous saurez tout sur la virgule flottante, vous comprendrez. La lettre D avec Aurélien. Aurélien, tu as épinglé alors je ne sais pas comment on le dit, par contre, c'est Dikwe ou Dikwi. En tout cas, c'est D-I-K-W-E. C'est un moyen nouveau, on va dire, de produire de l'énergie à moindre coût. Enfin, ça reste à prouver quand même. Oui, c'est l'abréviation de DIG, le début de DIG en anglais. W pour Wave et E pour Energy. Donc, en fait, oui, c'est des phases de test. En fait, c'est un gros projet qui a été lancé par 3 acteurs. Un acteur des travaux, un grand acteur des travaux qui s'appelle le groupe Legendre, une entreprise de R&D qui s'appelle GEPS Techno et l'Ifremer. L'Ifremer, c'est un organisme d'État, je crois, qui s'occupe de tout ce qui se passe au maritime ou au bord des côtes. Et donc l'objectif, c'est d'allier 2 choses. En fait, on crée des digues, là c'est dans la rade de Brest, pour protéger les ports, protéger les littoraux, le littoral, et donc on se sert de ces digues pour protéger des vagues, mais ils ont conçu donc une digue qui a une double fonction, celle de protéger le littoral et celle de générer de l'énergie à partir de la force houlomotrice, donc la force des vagues. En fait, pour expliquer, ça ressemble à un gros conteneur. Dans ce conteneur, il y a une sorte de volet. Et lorsque les vagues arrivent, elles poussent le volet, et l'objectif c'est de récupérer l'énergie des vagues lorsque l'eau pousse ce volet. Donc voilà. Donc au début ils ont fait c'est un projet qui a été initié en 2020. Ils ont fait un premier prototype à l'échelle 1/15e pour voir si c'était possible, comment on pouvait réussir à faire ce genre de choses. Ils ont réussi à récupérer 60% de l'énergie des vagues. Et là, ils en sont au 2e prototype qui est à l'échelle 1/4. Déjà, ça fait déjà un beau petit bébé. Vous avez les photos. Alors, c'est jaune, c'est très visible. Après, on pourra discuter de l'aspect esthétique par rapport à une digue construite. On va dire ça. Et donc, ça reste un prototype. Là, ça fait 4,50 m de large, 6 mètres de long. Ça ressemble à un gros conteneur maritime qu'ils ont été posés dans la rade de Brest. Et l'objectif pour 2023, c'est vraiment de pousser l'expérimentation encore plus loin pour produire jusqu'à de l'énergie de l'ordre du mégawatt. Donc ça commence à faire un peu quand même. C'est une énergie qui est disponible tout le temps qu'il y a des vagues, donc on va dire tout le temps. Et 1 mégawatt, ça commence à plus être négligeable. Ouais. Donc j'ai un petit peu creusé sur les différents acteurs. Bon, l'acteur qui m'a intéressé le plus, c'est l'entreprise GEPS Techno. Vous irez voir, il y a un tas de projets. Ils ont un tas de projets autour du maritime, autour de la récupération de l'énergie. Et ils travaillent même pour des gens qui veulent, on en avait déjà parlé, faire des data centers en mer pour les questions de refroidissement. Donc il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes dans ce domaine-là et qui bougent. Et ça m'a permis de trouver également un autre projet
dont je parlerai dans le bonus, toujours sur la récupération d'énergie houlomotrice. Donc je vous invite à aller voir sur le bonus un autre projet à beaucoup plus grande échelle pour la mer et non plus pour les digues, et qui permettra, j'espère, de récupérer encore d'énergie. Parce qu'il y aura un bonus, donc, du coup. Exactement. Donc voilà, on se tape encore sur le clou. N'oubliez pas, allez regarder le bonus ou écouter le bonus qui arrivera prochainement ou qui est peut-être déjà là. Donc vous irez jeter un petit coup d'œil. Forcément, il porte le même numéro. C'est le bonus de l'épisode 363. Ce sera bonus 363. Vous le trouverez sans difficulté dès qu'il est disponible. En général, on le publie dans la nuit du lundi au mardi, de manière générale. Donc allez jeter un petit coup d'œil ou allez jeter une oreille au bonus pour en savoir un peu plus. Moi, je trouve ça, c'est un chouette projet. Faut être très clair, l'histoire du container, enfin, ça aura quand même une taille assez costaud. La version de 6 mètres de long, c'est à quelle échelle encore, rappelle-le-moi, enfin le dernier modèle en date. Un quart. Donc le modèle définitif, enfin les modèles définitifs, parce qu'ils vont en mettre plusieurs, j'imagine, ce sera donc un quart, ce sera 24 mètres de long quand même, comme c'est un tout gros bébé. C'est vraiment un gros conteneur, l'équivalent d'un gros conteneur maritime. Toute la question est de savoir comment est-ce qu'on assure. Parce que quand je vois l'image du truc, je me demande toujours comment on va faire pour l'entretenir, pour garantir la fiabilité, parce qu'il y a quand même des pièces mobiles, et pas des moindres. Ce volet dont tu parlais est quand même assez volumineux du coup, et donc on ose imaginer qu'il y a de la mécanique derrière, et que donc voilà, il va y avoir aussi de l'entretien, de la maintenance. Donc environnement humide, environnement salin, enfin en plus, c'est pas les meilleures conditions. Non, en effet. Je sais pas ce qu'en pense David. T'as vu le bestiau, David J'ai vu le bestiau, oui, c'est pas très esthétique en effet. Non. Maintenant, pour ce qui est de la longévité, on a des nouveaux matériaux aujourd'hui qui sont résistants c'est vrai. au pire traitement qu'on leur fait subir, donc qui sait. Oui, à voir effectivement, mais bon, j'imagine que la couleur jaune et bleue, c'est pas définitif, c'est parce que c'est dans l'air du temps, ou parce que là c'est bien visible, on peut pas le louper, voilà, c'est affaire à suivre, comme on dit dans ce cas-là. La lettre E dans notre abécédaire cette semaine, il est question d'encryption. Je ne sais pas si c'est très français, encryption, en plus. Bon, soit. David, on va parler d'un algorithme. Alors, on n'a pas la virgule flottante, mais on a du post-quantique vaincu. Du post-quantique vaincu. Donc, tu vas nous expliquer ça comme tu le fais très bien d'habitude. Voilà, donc la problématique aujourd'hui avec tous les systèmes de chiffrement en français, oui. Voilà, le bon terme, c'est qu'on s'inquiète avec la venue des ordinateurs quantiques qui, soi-disant, vont pouvoir craquer des systèmes à clé publique en quelques fractions de secondes, alors qu'avec les ordinateurs traditionnels, il y en a pour des milliards d'années. Oui. Qui est la raison pour laquelle c'est sécurisé. Et donc, on essaye de trouver des nouvelles technologies et des nouveaux systèmes de chiffrement qui, justement, résisteraient aux ordinateurs quantiques. Alors, en 2016, le NIST, qui est l'Institut national des standards et technologies aux États-Unis, a lancé un concours pour faire appel aux mathématiciens, aux informaticiens partout dans le monde, pour développer des algorithmes de chiffrement post-quantique, donc résistants à des attaques par ordinateur quantique. Et en juillet, le NIST a annoncé les 4 algorithmes finalistes, qui sont les 4 gagnants d'une compétition donc qui a duré 6 ans, dont l'algorithme SICE, S-I-K-E. Et cet algorithme-là a été vaincu par une équipe de recherche de sécurité industrielle à l'université KU Leuven en Belgique. Et l'algorithme a été craqué en 1 heure par un seul cœur d'un processeur.
ce qui veut dire que ces algorithmes-là passent à la trappe. Alors c'est ce qui est très intéressant et très inquiétant plutôt, c'est de voir comment après 6 ans, un algorithme qui est finaliste et qui est retenu pour être la prochaine génération pour sécuriser les données des banques et tout ce qui est important, après avoir été analysé par des mathématiciens qui n'ont pas attaqué de manière brute, mais qui l'ont attaqué de manière intelligente en comprenant comment il y avait moyen de trouver des failles. C'est très complexe, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et ben voilà, ça a été craqué. Et ça, je trouve que c'est vraiment très perturbant. Ça veut dire que tous les systèmes de chiffrement qui existent aujourd'hui, on les pense sécurisés, mais on n'est pas à l'abri qu'en fait il y ait une faille grande comme une maison. Et voilà. Est-ce que ce genre de technologie, pour essayer de se rassurer un petit peu, et j'espère que la réponse ira dans le bon sens, en tout cas dans le sens de rassurer un peu tout le monde, est-ce que cette technologie est à portée de n'importe quel hacker venu, ou pas? La technologie, une fois que des mathématiciens ont trouvé une faille de sécurité, un hacker n'a qu'à programmer ce que les mathématiciens ont trouvé. Donc, je vais dire, ce n'est pas à la portée de Monsieur Tout-le-Monde, mais tous les hackers suffisamment motivés avec de l'argent à la clé derrière. En fait, la découverte du principe n'est pas donnée à tout le monde, mais l'application, elle, est beaucoup plus ouverte à plus de monde, quoi. Enfin, oui. Voilà. J'ai du mal à trouver mes mots parce que quand j'ai chaud, j'ai du mal à trouver mes mots. Aurélien, une opinion sur cette... Est-ce que ça te fait peur? Est-ce que tu as peur pour ton compte en banque tout d'un coup? Très. Je crois que je vais aller tout retirer ce soir. Non. Mettre dans ma poche. Ah bah oui, parce que tu sais... Non mais c'est vrai que c'est perturbant parce que alors après on pourrait utiliser le même type de technique renversée pour faire de l'encryption, de l'encryptionnage, pour continuer à parler bien français. Vraiment n'importe quoi. Un codage plus avancé. C'est toujours l'escalade à celui qui a la plus grosse, quoi, en gros. Non. Il y a toujours, mais c'est toujours la puissance. On en parle souvent, hein, la puissance de calcul augmente de manière exponentielle avec les années, et de toute façon, on sait très bien que le chiffrement d'aujourd'hui ne sera pas le chiffrement de demain et ne sera pas le chiffrement d'après-demain. Donc, il y aura toujours, à mon avis, on connaîtra tous un niveau de chiffrement bien plus élevé que celui d'aujourd'hui dans la décennie à venir. Oui, c'est ça. Plus le temps passe, plus le chiffrement et nos enfants, pour eux, ce sera tout à fait logique, et ils se diront la même chose que nous aujourd'hui. À un moment donné, on se dira, est-ce qu'on va encore trouver mieux, ou tout ça est un combat perpétuel, en fait, hein, il faut le dire, donc c'est comme ça. Si le sujet vous intéresse, vous passionne, n'hésitez pas à commenter cet épisode, ou en savoir plus, n'hésitez pas aussi à cliquer sur les liens, puisque systématiquement, je le dis, mais c'est important quand même de le rappeler, on met les liens vers les différentes sources dont se servent mes deux camarades pour vous parler chaque semaine. Aurélien a levé le doigt. Oui, si vous aimez les calculs avec les calculs complexes dans des logiciels assez standards, je vous demande d'écouter le bonus, il y aura quelque chose par rapport à ça. En fait, l'épisode... Je le vends. Oui, bien sûr, mais l'épisode ne sert qu'à ça, hein, vendre le bonus. C'est bien connu. On ne fait que ça. En fait, pendant 1 heure, on vous vend un truc de 15 minutes. Voilà. Mais tu fais bien de le dire. Effectivement, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil et une oreille sur le bonus, parce que là aussi, il y aura vous serez challengé. On vous donne la clé pour trouver les chiffrements. Voilà, c'est ça. On vous donne toutes les clés du compte d'Aurélien. Et comme iRobot, ça fait penser à un film, hein, mais ça n'a rien à voir. iRobot, c'est... alors, je retrouve ma conduite, pardon Aurélien. Le mariage d'Amazon et de iRobot. Alors, iRobot, ça me dit quelque chose, c'est les aspirateurs, c'est ça, non ?
Exactement. Alors c'est une petite news de la semaine qui m'a interpellé. Je me suis dit, oula. Amazon. Donc Amazon, vous connaissez, ces gens, ils vendaient des livres et puis après ils ont vendu un peu de tout. Ouais. Et puis ils ont commencé par des livres, ils ont Stardew e-commerce, ils ont développé leur propre enceinte connectée, leur propre sonnette connectée. Ils ont même développé, j'ai un petit robot, on en avait parlé en 2021 qui s'appelait Astro. Oui, c'est vrai. Donc on apprend, donc ils s'intéressent au monde de la robotique, ces gens-là, et on apprend aujourd'hui qu'il y a des petites discussions, voire même plus, puisque on apprend l'acquisition, le 5 août, donc c'était il y a quelques jours, on a appris l'acquisition, la volonté par Amazon d'acquérir iRobot, donc c'est tous les aspirateurs, Roomba et autres. C'est la plus grosse acquisition d'Amazon pour 1,7 milliard de dollars. Alors là, je me suis dit, oula, c'est bien, enfin c'est le jeu du business, hein. Des gens développent des technos, ils sont rachetés par des gros, machin. Ça, je trouve ça très bien. Par contre, je me suis dit, mais quelqu'un qui a un Echo chez lui, qui a une sonnette connectée et qui a un aspirateur Roomba, là, je me suis dit, oula. Ça fait beaucoup de données personnelles chez la même personne. Ouais. Donc du coup, il y a un article, je vous ai repris un article, je vous ai repris le communiqué d'Amazon, mais aussi un article, je crois que c'est les numériques, si je ne me trompe pas. Je confirme. Donc à partir du moment où vous aurez un aspirateur Roomba, Amazon sera en mesure de connaître la taille de votre chez vous, le nombre de pièces, la position des pièces, ce que vous avez, la position des meubles. Enfin, ça peut aller assez loin. Hein, on peut vos habitudes de consommation et autres, pour après vous pousser de la donnée ou de la pub bien ciblée. Donc ça déjà c'est le premier écueil. Je me suis dit d'un point de vue données personnelles, celui qui a tout ça chez lui, je sais pas trop. Ça commence à faire beaucoup. C'est parce qu'en plus de ça, ces aspirateurs, si je ne dis pas de bêtises, sont tout à fait capables de cartographier l'espace dans lequel l'aspirateur va se mouvoir. Donc il a la superficie de votre logement. Ce qui sera assez rigolo, c'est que tu commandes un canapé sur Amazon et qu'il te dit il n'y a pas la place. Celui-là ne rentre pas chez vous. Celui-là ne rentrera pas chez vous. Voilà, non, mais voilà. Enfin, Amazon, c'est déjà énormément de choses de nos habitudes de consommation, parce qu'il suffit de cliquer sur un lien d'affiliation qu'un site quelconque vous a proposé, ou un réseau social quelconque vous a proposé. Déjà, vous allez communiquer une série d'informations à Amazon simplement sur votre navigation dès le moment où vous avez cliqué sur ce lien. Par ailleurs, si vous avez fait un jour des achats chez Amazon, ils ont aussi énormément d'informations sur vos habitudes de consommation et de visite du site, donc vos produits favoris. Si en plus, ils savent qui sonne chez vous, à quelle heure, quand il y a la superficie de votre appartement, plus si on rajoute à ça les caméras connectées, les machins, enfin ils savent tout en fait, il n'y a plus d'intimité, c'est terminé ça, cette histoire d'intimité. Oui. Et c'est là où il y a le deuxième aspect sur lequel je voulais venir. Donc cette acquisition, elle va devoir être validée par les instances à la fois aux États-Unis, mais aussi les instances européennes. Ah oui, oui. Et là, l'article des numériques disait attention, il peut y avoir abus de position dominante, parce que Amazon accorde une valeur très importante aux données qu'ils peuvent avoir sur les clients. Ouais. Du coup, il sera en mesure de vendre des aspirateurs Roomba, alors je vais mettre entre gros guillemets à perte, de manière à collecter de la data chez vous et puis se rattraper sur le reste. Ce qu'aujourd'hui iRobot ne peut pas faire. Ouais. Donc, ça pose plein de questions. C'est géant. Hein. Enfin, on parle souvent des GAFAM et autres, mais ça pose plein de questions. À partir du moment où un acteur comme ça collecte de la donnée, plein de données, et que elle peut valoriser cette donnée,
pour vous pousser des autres achats ou d'autres choses. Ça pose plein de questions. Au-delà même de la donnée en elle-même, et après on demandera l'avis de David qui cogite dans son coin, mais au-delà de la donnée elle-même, il y a déjà le fait d'être propriétaire d'une marque qu'ils vont forcément commercialiser sur la plateforme Amazon. Ça me rappelle un peu de l'épisode Kindle, où ils avaient bloqué tout ce qui était liseuse de fabrication autre, et qui restait comme ça d'ailleurs. Hein. Je pense qu'il n'y a pas vous ne trouverez pas de liseuse autre que celle de la marque d'Amazon, donc de la Kindle sur leur plateforme. Donc ici, on se retrouve aussi devant alors, quelque part, on pourra dire c'est leur droit le plus strict, c'est leur boutique, ils font ce qu'ils veulent, ils vendent ce qu'ils veulent, c'est pas faux. Mais déjà, rien qu'à ce niveau-là, ça peut poser question sur effectivement l'aspect concurrentiel dans le domaine de l'aspirateur robotique domestique. David a peut-être une opinion, est-ce que ça a mûri ou pas ? Oui. C'est en effet très inquiétant de voir ce genre de choses, parce que la question n'est pas est-ce qu'ils vont utiliser les informations à des fins commerciales. On sait qu'ils vont le faire. Oui. Donc là, c'est déjà garanti à 100%. Et un robot aspirateur, en fait, c'est la meilleure manière de mettre un petit espion chez tout le monde. Oui. Ça n'a l'air de rien comme ça. Ça a l'air d'être un appareil qui sert à nettoyer, mais la technologie aujourd'hui, avec tous les capteurs, les caméras, en effet, la cartographie des pièces, qui est-ce qui dit qu'ils vont pas rajouter une analyse de ce qu'ils aspirent? Ils sauront quand le chien perd ses poils, ils sauront tout. Oui, c'est ça. Ceci étant dit, c'est vrai que ça a l'air anodin, mais ça l'est pas, et c'est du même niveau que l'assistant vocal. Hein. Il faut être clair là-dessus. Quand on parle d'assistant vocal qui écoute, ou en tout cas qui techniquement est censé écouter en permanence, puisque il faut bien qu'il écoute l'ordre qu'on va lui donner, là c'est un peu la même chose, mais à d'autres, au niveau du sol déjà, et puis avec d'autres informations. Donc c'est très complémentaire en fait. Et qui est mobile en plus. Et qui est mobile en plus, donc il va pouvoir. C'est un peu comme si l'assistant vocal pouvait aller d'une pièce à l'autre. Si votre Roomba vous suit à la salle de bain, posez-vous les bonnes questions. Ouais. Donc voilà. Ouais. Vas-y. Tu sais ce qu'il chante maintenant chez Amazon ? Non. Il y a de la Roomba dans l'air ? Il y a de la Roomba dans l'air. Oui. Voilà, d'accord, ok. C'était un peu téléphoné, hein, sur le coup, mais voilà. Là aussi, si vous avez une opinion sur le sujet, si ça vous inquiète ou pas, n'hésitez pas à nous le faire savoir. On est à la lettre P comme pick-up, Aurélien. C'est de nouveau toi qui parle, pour parler de police qui devient la e-police. La e-police. La e-police. Oui, non, c'est la police électrique. Non, mais alors, mon propos n'est pas de vanter la sortie de la Ford F-150 Lightning, parce que c'est de ça dont il s'agit. Hein. Ouais. La police américaine va être équipée donc, de nouveaux 4x4 surpuissants électriques, hein, le Ford F-150 Lightning. Donc ne cherchez pas à l'acheter, hein, il est uniquement destiné à la police et aux forces de l'ordre pour l'instant. Ok. Oui, faut dire avec des gyrophares sur le dessus et marqué police sur le côté, c'est difficile. Oui, parce qu'il y a plein de photos de chez Ford où on le voit non habillé des attributs policiers. C'est pour ça que je ne feins pas l'étonnement. Alors attends, il y a plusieurs versions. Alors, ok, d'accord. Il y a plusieurs versions. Enfin, je vais casser. L'article a parlé de la version. Ok, juste police. Alors donc, du coup, mon but n'était pas de parler de la sortie de ce véhicule, même si c'est quand même un véhicule assez spécial et je voulais en parler. Déjà, c'est un gros pick-up. Pour les US. Mais mon propos, c'était plus de voir qu'est-ce que l'électrification d'un gros véhicule comme ça pouvait apporter à des professionnels, alors de la police ou j'imagine l'artisan, le couvreur, le maçon, voilà. Le fermier. Parce qu'en fait, le fermier, tous ces gens qui peuvent utiliser un véhicule utilitaire. Ouais. Donc ce gros bébé, déjà, on peut utiliser les batteries du véhicule pour alimenter, on l'avait déjà évoqué sur d'autres véhicules, mais pour alimenter des outils, des projecteurs qui sont alimentés sur des prises secteur standard. Dans la limite de
9,6 kW. Donc déjà, vous pouvez aller presque couper du bois avec une tronçonneuse électrique accrochée à votre voiture. C'est 9,6 kW, c'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Bon, alors c'est quand même un énorme bébé puisque il a 400 dans sa version la plus up, il a 452 chevaux sous le capot. Pas mal. Une batterie de 98 kWh qui peut faire 370 km d'autonomie. Il y a une autre version où il peut faire 480 km d'autonomie et il peut tirer des charges jusqu'à 3,5 dans la version petite et 4,5 tonnes dans les versions les plus grosses. Ouais. Il dispose aussi, alors ça c'est pareil, c'est des choses qu'on voit que sur les véhicules électriques haut de gamme, d'un chargeur bidirectionnel, c'est-à-dire que vous arrivez chez vous, votre voiture est vide, avec l'énergie de votre maison, bah, vous chargez votre véhicule, mais vous allez dans votre maison de campagne ou dans votre cabane dans les bois, vous installez un chargeur, vous pouvez alimenter votre maison avec la voiture. C'est aussi possible. Ça, la première fois que je vois ça. Et puis, c'est vrai qu'on commence à voir, alors, ce type de camionnette, enfin, ce type de pick-up, on commence à en voir l'utilité pour, je le disais, des artisans. Il n'y a pas de moteur, donc à l'avant, à la place sous le capot, c'est un immense coffre, ce qui, dans un pick-up, est quand même pas négligeable, puisque même s'il y a des volets sur l'arrière, généralement, l'arrière, c'est fait pour les outils. Devant, vous pouvez mettre des choses de valeur et fermer le capot. Et franchement, aujourd'hui, je me dis, un artisan qui a besoin de plus que 300 ou 400 km d'autonomie pour aller faire un chantier, c'est un artisan qui bosse pas local, quoi. Donc, non, mais c'est vrai. On voit que l'usage du véhicule électrique s'élargit de plus en plus. Moi, j'ai jamais vu aujourd'hui d'artisan avec un véhicule électrique parce que c'est trop cher, parce que je sais pas, mais parce que ça manque d'autonomie. Mais aujourd'hui, voilà, on commence à trouver des solutions sur le marché qui font ça. J'ai vu récemment également des véhicules DHL. Mercedes Sprinter, pour ne pas les citer, et full électrique. Donc DHL commence à faire des livraisons en France avec des Mercedes Sprinter tout électriques. Alors chez nous, le véhicule pick-up à l'américaine, on en voit moins, même si on a quand même sur les routes. Enfin en Belgique en tout cas, on en voit parce que dans certaines régions du pays, comme c'est considéré comme un véhicule utilitaire, on paye moins de taxes de circulation par exemple, ce qui n'est pas non plus la meilleure idée du monde. Il faut être très clair là-dessus, parce que souvent ceux qui ont ce genre de véhicule, c'est pas tant pour transporter des choses que pour rouler des mécaniques, comme on dit. Par contre, le véhicule utilitaire privilégié, je pense que c'est en France aussi le cas, c'est plutôt la camionnette, le fourgon, et là, de plus en plus, on voit qu'effectivement, Peugeot a des solutions, Fiat a une solution aussi avec l'I-Ducato, il y a, tu le disais, Mercedes, je pense que d'autres vont arriver sur le marché aussi, avec des autonomies qui sont évidemment restreintes, avec des charges utiles aussi, il faut le dire, qui sont restreintes parce que les batteries prennent beaucoup de poids sur ce type de véhicule. Il y a aussi une question de permis, de permis de conduire. Un permis B permet de conduire des véhicules allant jusqu'à 3,5 tonnes, ce qui limite aussi la charge utile du véhicule à un moment donné. Mais ça avance tout doucement, ça évolue progressivement, et c'est quelque part une bonne chose. Pour en revenir au véhicule qui nous occupe, là, le Ford F-150, le F-150 aux États-Unis, c'est un must. On a un F-150, quoi. C'est pas, on précise même pas que c'est un Ford. Ce qui est intéressant dans le design, c'est qu'ils ont tout mis en dessous. Je sais pas si tu as vu, tout l'appareillage, moteur, batterie, etc. C'est le soubassement, en fait. C'est comme ça qu'ils arrivent à avoir un coffre avant tout à fait vide. Ça m'a fait tilter parce que j'ai vu il y a pas tellement longtemps quelqu'un qui avait fait un rétrofit sur un Defender, un véhicule anglais, et qui avait placé, parce que c'était la seule solution, la batterie et le chargeur de la batterie assez volumineux à la place du moteur.
thermique, et le moteur lui-même, le moteur électrique, lui, se trouvait plutôt à la hauteur de ce qui était avant la boîte de vitesse, pour continuer à garder aussi l'aspect 4x4, puisque traction avant, traction arrière, etc. Et donc il y a une sérieuse perte de place sur un véhicule qui, à l'origine, n'est pas étudié pour. Tout l'intérêt, évidemment, d'où l'intérêt d'un véhicule qui, à la base, est étudié pour faire de l'électrique et pas de faire du rétrofit pour un oui ou pour un non, entre guillemets. Voilà pour la petite parenthèse. Je ne sais pas si David avait exploré ça ou s'intéresse à ce domaine-là ou pas. Dis-nous, franchement. Non, je ne conduis pas ici en Thaïlande, donc je ne suis pas trop les actualités des véhicules. Donc voilà, autant le savoir aussi. Peut-être que vous, chez vous qui nous écoutez, enfin chez vous, où vous voulez être d'ailleurs, vous ne roulez pas en voiture, que vous en foutez complètement. C'est tout à fait possible aussi, mais il y en a que ça intéresse. Et donc on leur parle aussi, on parle à tout le monde, donc il n'y a pas de souci. Pour terminer, peut-être Aurélien, sur les véhicules, les utilitaires, Elon Musk a annoncé que son fameux camion semi-remorque serait bientôt disponible. Hein, il arrive, il est bientôt là, mais on ne sait pas quand. Voilà, on verra. Voilà, encéphalogramme plat. Ça n'a rien fait réagir. Ok, d'accord, passons à la suite du coup. On est à la lettre R comme Raspberry Pi, David. Pareil que Fedora arrive. Il me semble qu'on avait déjà un petit peu touché un mot de ça avec un Sébastien, mais peut-être que tu en sais plus. Oui. Donc voilà, les utilisateurs de Raspberry Pi vont avoir un nouveau sysplan d'exploitation. Donc le comité, le FESCO, donc le Fedora Engineering and Steering Committee, qui est le comité qui gère Fedora, a approuvé la sortie de Fedora sur Raspberry Pi, et ça sera au mois d'octobre que normalement ça sera Fedora 37 sortira sur les Raspberry Pi 4, Raspberry Pi 400 et les Compute Model 4. Ça sera donc un Fedora complet basé sur GNOME avec des drivers graphiques OpenGL, certification pour Vulkan qui est la nouvelle API de développement graphique. Je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de personnes parce que ça va être vraiment le premier système d'exploitation, je vais dire mûr pour Raspberry Pi. Je vais peut-être me faire des ennemis, mais c'est un grand pas en avant, je pense. Donc voilà, c'est une petite nouvelle, mais c'est intéressant. Non, mais c'est intéressant. Dès qu'on parle de Fedora, ça tire. Il y a toujours des tensions à un moment donné. J'ai remarqué ça. Voilà. Mais j'imagine que chacun a son opinion et n'hésitera pas, s'il a lieu, à la partager avec nous, soit via les réseaux sociaux, soit via notre chaîne YouTube, soit via le blog, lestechno.be. En dessous de l'article qui correspond à l'épisode 363, vous pouvez y aller, Franco, et on vous lira, et David vous répondra s'il y a lieu. David, qui rajoute, chaque fois il lève son doigt, et chaque fois je dis, pour rajouter un petit truc, en fait, la rumeur est que Fedora est la distribution Linux préférée du créateur de Linux, Linus Torvalds. D'accord, donc voilà. Les puristes apprécieront, c'est ça que tu veux dire. Après, il faut arriver à se procurer un Raspberry Pi. Pour l'instant, il y a un peu pénurie sur le Raspberry, paraît-il. C'est un peu difficile de le trouver à un prix, en tout cas, raisonnable. Ça, il faut le signaler aussi. Non, c'est toujours... c'est un peu tendu. Les GPU ont baissé de prix, mais pas les Raspberry Pi. Oui, c'est ça. On m'a parlé, moi, d'un doublement des prix quand on en trouve. Donc, voilà. Bon, c'était pas très cher à la base, il faut être clair, mais deux fois le prix, c'est 2 fois le prix, comme on dit. Donc, voilà. Ici, c'est 3 fois et demi. 3 fois et demi, tu vois, donc c'est... Qui dit mieux et du coup, Aurélien qui est dépité. Je comptais m'en acheter 12. Mais avis aux amateurs, j'en ai un ici sur mon bureau à côté. Je viens le mettre aux enchères. Un Raspberry Pi aux enchères, usagé, mais utilisé déjà par David. Donc éprouvé, j'ai envie de dire. Donc ça prend de la valeur, du coup. Qui dit mieux Aurélien voulait rajouter un truc, me semble-t-il, ou pas? Oui, moi je connais Raspbian, je connais quelques autres distributions qu'on peut installer directement à partir du petit utilitaire là qui permet ça. Qui est livré, Alors,
Ouais, Kelly, ouais. Ça apportera quoi d'installer Fedora en plus par rapport aux autres distributions? Moi, personnellement, j'ai déjà utilisé Fedora et j'ai utilisé Raspbian. Je trouve la distribution Raspbian assez simple, pas jolie, pas conviviale d'utilisation. Donc, s'ils arrivent à avoir une distribution Fedora telle qu'elle est sur PC, je pense que ça va pousser en avant l'utilisation du Raspberry Pi comme ordinateur plutôt que comme gadget pour des applications IoT ou alors Oui, des émulateurs d'anciennes consoles ou des choses comme ça. Donc, moi, je pense que c'est quelque chose qui va faire en sorte que le Raspberry Pi va devenir réellement. Ah, réellement, il y a un blocage. Ah, t'es juste resté bloqué, t'es resté frisé pendant un instant, David. Vous également. Ben voilà, donc on s'est frisé tous les trois, c'est très bien. Mais on a compris le sens de ta réponse. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a plein de petits appareils périphériques, on peut dire à Raspberry Pi, comme des claviers avec une petite encoche prévue pour mettre le Raspberry. Ça va enfin servir, j'ai envie de dire, comme un vrai ordinateur, quoi. On va pouvoir l'intégrer comme un véritable ordinateur léger, pas cher et efficace. Donc c'est peut-être une bonne chose aussi de ce côté-là. On a fait le tour de la question, Fedora, Raspberry Pi, ok. On va parler de toiture, parce qu'on est à la lettre T comme toiture. Aurélien, tu voulais nous parler de toiture, hein, avec Cool Roof, oui. Do It Yourself. De quoi s'agit-il ? Oui, c'est une news que tu as épinglée, je te remercie. J'ai gratté un peu la question. Oui, parce qu'en fait, la news, c'était low-tech, un sujet oui. que tu apprécies. Fabriquez votre toiture pour les fortes chaleurs avec Cool Roof Do It Yourself. Alors je dis tiens, c'est quoi ça? Et je clique sur le lien et je tombe sur une recette de cuisine, effectivement, où on me propose de mélanger, faire ma petite tambouille, mélanger de la caséine, différentes substances qu'on peut trouver en magasin de bricolage, pardon, ouais. Et de dépendre cette peinture sur mon toit. Et peinture blanche donc sur mon toit et grâce à ça on me vend la possibilité que la température à l'intérieur de ma maison va être grandement diminuée parce que l'énergie est renvoyée, réfléchie et du coup je vais économiser de la clim, je vais économiser un tas de choses. Bon, alors j'ai un petit peu gratté la chose. Cool Roof, c'est en fait une société française. En tous les cas, ils ont une entité en France commerciale qui vend des solutions pour peindre des toitures de hangars, d'aéroports, de ce que vous voulez. Ouais. Donc ils vendent des produits. J'ai fait un petit ratio très rapide, à peu près 20 € le mètre carré. Une toiture, hein, ça fait vite beaucoup de mètres carrés, donc vous ferez vos petits calculs. Mais ça fait vite beaucoup. Ouais. Et donc dans ces pots, vous avez différentes substances chimiques que vous venez mettre. Et donc ils disent qu'ils ont traité l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, enfin certaines toitures de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, des magasins de bricolage dans le sud, des entrepôts logistiques avec des toits en tôle, je suppose. Et donc très bien. Enfin moi je trouve que la techno c'est une techno simple qui permet de faire des économies d'énergie, pourquoi pas, c'est plutôt bien. Et donc cette entreprise Cool Roof a lancé à mon avis un peu avec l'arrivée des fortes chaleurs un projet Cool Maker qui vous permet donc de faire votre propre Cool Roof. Mais je me suis dit mais économique, enfin ils tuent leur business à faire ça. Alors en fait, si vous lisez bien, ils disent bien que cette petite recette de cuisine, c'est un traitement temporaire pour une saison, puisque ça se lave à l'eau et à mon avis, voilà, il pleut 10 fois là-dessus, c'est fini, il n'y en a plus. Le temps, ils disent bien que c'est pour le temps d'un été,
sans danger pour la santé. Donc voilà, il faut de la caséine en poudre, du bicarbonate de soude, des carbonates de calcium. C'est des choses qui sont qu'on peut trouver en magasin de bricolage, et ils montrent très bien avec des vidéos très bien faites. Je pense, c'est une techno que je ne connaissais pas. C'est un joli coup de pub, surtout par ses fortes chaleurs. Maintenant, voilà, c'est pas, vous ferez pas un traitement à vie de votre maison avec ça. Ils ont des produits commerciaux qui doivent contenir d'autres substances ou d'autres produits chimiques qui font que ça doit tenir dans le temps, et que c'est garanti un certain nombre d'années. Là, c'était un moyen de faire quelque chose temporaire si vous avez besoin. Ça, faut en être conscient, et se faire un petit coup de pub pour faire connaître ses produits. La preuve, on en parle. La preuve, on en parle, et la preuve, ça a percolé dans les réseaux sociaux, parce que moi, très honnêtement, j'avais vu la pub le communiqué de presse de Coolroof, ils ont été très malins, ils ont bien diffusé, etc. Et dans la foulée derrière, le site Low-Tech Lab a embrayé avec la recette dont tu viens de parler fort bien. Et donc, j'ai trouvé que voilà, c'était intelligent la manière de communiquer. L'un ne mange pas l'autre. Ça permet peut-être d'expérimenter la solution à moindre coût, parce qu'on parle quand même d'un coût de 3 € pour la solution do it yourself. Donc ça va pas non plus vous tuer. Alors pour quelle surface, ça je ne sais pas, parce que vous allez me dire oui, mais 3 € pour quelle surface, ça c'est un autre problème. 3 € le mètre carré. Voilà, 3 € le mètre carré avec la solution do it yourself, contre, tu disais, 20 € le mètre carré pour la solution. J'ai vu. Ouais. Bon, j'ai vu 1600 €, les pots 1600 € pour 50 à 100 mètres carrés. Donc j'ai fait un ratio à la grosse, ça fait 20 € du mètre carré. À la différence que la version industrielle est permanente, ou en tout cas dure dans le temps, va pouvoir exister plusieurs saisons, tandis qu'ici la solution do it yourself, tu le disais, à la première pluie, c'est terminé, c'est rincé, on n'en parle plus. Ça c'est l'autre. Alors chacun verra quelle est la solution, peut-être pour essayer, tout simplement. C'est une habitation avec 80 mètres ou 100 mètres de toit plat, bien noir, vous savez, le roofing qui absorbe bien la chaleur là au-dessus de votre tête. Peut-être que l'été prochain, ou peut-être même encore cette saison, vous pouvez essayer le truc et monter sur le toit avec les balais, parce que pas besoin d'être bien fait, s'il y a que Google Maps qui le voit, votre toit, donc on s'en fout un peu. Donc allez-y gaiement, et vous verrez la différence. On parle quand même de 1 ou 2 degrés de différence en dessous du toit, si je dis pas de bêtises. Donc c'est même un peu plus, même peut-être un petit peu plus. Donc voilà, c'est plutôt un bénéfice, parce que là les degrés commencent à compter quand même. Il faut être très clair. Donc moi je trouvais ça assez en solution low-tech, la petite recette de cuisine moi m'avait fait marrer. Donc voilà. Je sais pas de quelle couleur sont les toits en Thaïlande, David, je pose la question dans ce sens-là plutôt. Parce que finalement, partons d'un pays chaud, peut-être que des solutions émergentes existent déjà en fait, et qu'on ne les connaît pas chez nous. En général, les toits plats sont plutôt d'une couleur claire, mais ce n'est pas toujours le cas. D'accord. C'est pas toujours le cas du tout, et beaucoup de bâtiments ont le dernier étage en fait qui n'est pas habité, et qui est réellement un sauna. Ouais, qui sert de zone. En fait, il sert de zone tampon, en fait, j'imagine, pour éviter parce qu'il n'est pas habitable, quoi, tout simplement. Ce n'est pas habitable, oui, parce que c'est le coût ici du refroidissement est astronomique en électricité. Pour donner un exemple, moi ici, dans mon bureau de 40 mètres carrés, je consomme entre 1200 et 1400 kWh par mois. Ouf, principalement pour l'air conditionné. Donc voilà, être en dessous du toit, c'est pas une bonne idée s'il faut refroidir. Oui, et tu consommes aussi beaucoup d'énergie. A contrario, l'informatique consomme aussi beaucoup d'énergie, et il y a même des calories par la même occasion. Donc ça consomme double. Ça consomme, et il faut consommer pour refroidir la chaleur de. Mais bon, c'est très faible comparé à l'air conditionné. Bon, voilà, des solutions existent, et il y en aura de plus en plus, à mon avis. Chacun va essayer la sienne, et pour peu que chacun partage ses idées, ses bonnes idées, comme les mauvaises d'ailleurs, parce que finalement c'est vrai qu'on peut aussi trouver des gens qui vont nous dire ça on a essayé, puis ça marche pas. En tout cas ça n'a pas marché pour nous, donc ça serait intéressant aussi de le savoir. Donc n'hésitez pas à commenter cet épisode peut-être, ou simplement nous envoyer un petit message en disant tiens, moi j'ai essayé telle solution, ou j'y crois pas, ou enfin comme vous voulez, et ça nous intéresse
intéresse de savoir un petit peu vers quel type de solution vous avez envie de tendre, la bonne vieille clim qui consomme bien, ou alors des solutions plus low cost et low tech comme celle qu'on vient d'expliquer peut-être. On est à la lettre V comme VR, David. On parle de casque de VR, mais rigiki. C'est-à-dire qu'on a toujours cette image du gros casque avec les grosses lunettes, genre lunettes de ski, mais mastoc. De plus en plus, on va aller, semble-t-il, vers des choses qui sont un peu plus portables, peut-être. Oui, j'ai trouvé ça très intéressant, cette nouvelle. Donc de nouvelles technologies, de nouvelles technologies au pluriel qui vont permettre de créer des lunettes de réalité virtuelle en quelque sorte. Oui. Les technologies actuelles dans les casques de réalité virtuelle, on a un écran, on a une lentille et en fait il y a une distance focale nécessaire entre l'écran et la lentille qui font que le casque a une certaine taille. On utilise principalement aujourd'hui des lentilles de Fresnel qui sont ces lentilles qui ont tous des cercles concentriques qui permettent d'avoir une longueur focale plus faible. On a les lentilles pancake qui sont extrêmement chères et qui ont pas mal de soucis de déformation sur les côtés, qui sont pas très adaptés aux casques de réalité virtuelle. Et ici, apparemment, ils ont mis au point, il y a dans le lien, il y a une vidéo en anglais qui explique de manière plus complexe comment tout fonctionne, mais il y a trois technologies. Il y a un affichage holographique qui est un affichage qui permet en quelque sorte d'afficher une image derrière l'écran de projection. Ils appellent ça un affichage holographique en mode virtuel. Pour ce que ça veut dire. Ouais. Ensuite, ils utilisent un nouveau type de lentille qui s'appelle des Geometric Phase Lens, qui en français, ce sont des lentilles dirigées par polarisation. Donc ça utilise la polarisation de la lumière pour faire des lentilles ultra compactes. C'est aussi dernier cri technologique. Et ils utilisent un guide d'onde qui permet encore de raccourcir la distance focale. Et on parle d'avoir vraiment quelque chose qui est contre les yeux et d'une épaisseur de quelques millimètres. Maintenant, évidemment, ce sont des premiers prototypes, mais ce sont des technologies qui sont très prometteuses, et non seulement pour les casques de réalité virtuelle, mais également, je pense à des personnes qui sont malvoyantes. Ça va permettre d'avoir des lunettes qui rendent la vision à des personnes qui auraient difficile de faire autrement, et on peut pas se permettre de se balader avec un énorme casque de réalité virtuelle. Oui. On peut faire plus discret, quoi. Enfin, plus... On peut faire plus discret, oui, mais il y a aussi l'aspect chaleur. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'utiliser des casques du genre Oculus Quest 2. Après une demi-heure d'utilisation, on a transpiré à l'intérieur. Et d'ailleurs, il y a eu des cas avec des enfants et des adolescents qui se sont retrouvés à avoir la peau qui a en quelque sorte surchauffé. Ils ont en quelque sorte eu un coup de soleil, pas dû au soleil, mais dû à la surchauffe dans le casque de réalité virtuelle. Donc, avoir quelque chose de compact et quelque chose de bien aéré pour le front, ça peut être sympathique. Il faut les peindre en blanc. C'est pas la solution, hein. Ne le faites pas chez vous. Mais voilà, c'est bien de savoir que ça évolue de ce côté-là. On sent que là, on est plus dans l'optique, dans de l'optique, et que dans purement de la technologie. Voilà, le problème à régler, c'est celui-là en fait. C'est le problème d'optique, moins que le problème de qu'est-ce qu'on va afficher, comment, etc. Ça, on sait qu'on sait faire, manifestement. En tout cas, on sait faire de mieux en mieux. Par contre, on a encore ce problème de vision et de voilà. Affaire à suivre, une fois de plus, j'ai envie de vous dire.
Allez, on a un W, on a W, le W comme oui mais non. Voilà, on voulait quand même vous en parler, vous en toucher un petit mot parce que c'est quand même assez rigolo cette histoire de soi-disant de télescope qui aurait vu quelque chose dans l'univers Aurélien qui en fait était une grosse blague. Oui. Le concours du oui mais non est relancé, j'ai vu d'épisode en épisode, donc du coup je re-rentre dans la course. Donc c'est pas n'importe qui, hein, c'est le directeur des recherches du CEA, Commissariat à l'énergie atomique, monsieur Étienne Klein. En fait, il a tweeté le 31 juillet que le télescope James Webb aurait photographié l'étoile Proxima, qui est donc le cliché de l'étoile la plus proche du Soleil. Alors c'est assez rare, voilà, donc il a publié cette photo. Les réseaux sociaux ont fait ce que les réseaux sociaux savent faire, c'est-à-dire qu'il se s'est emballé, comment ça, James Webb a photographié cette magnifique étoile, voilà. Et en fait, il a révélé qu'il avait photographié une tranche de chorizo. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc c'était une sensibilisation aux fake news de monsieur Étienne Klein. Voilà. Il a dû bien s'amuser à désamorcer la polémique, mais c'est marrant. Quand même. C'est bien vu parce que c'est vrai que ça met tout le monde. Enfin, parce que tout ce qui vient maintenant de James Webb, de ce fameux télescope, chaque fois on est dans l'émotion. Hein. Chaque fois qu'on voit quelque chose, on dit waouh, c'est beau, oh, c'est magnifique, machin, etc. Sans toujours comprendre ce qu'on voit d'ailleurs, hein, mais peu importe. C'est vrai que ça fait souvent de belles images. Et moi, quand j'avais vu la première, j'ai vu la photo en question, j'avais pas lu le texte qui allait autour et donc j'avais juste vu Proxima du Centaure, machin, etc. Je suis bon, c'est quand même pas. Et là, franchement, James Webb, c'est un peu décevant, c'est pas très joli. Hein. Et puis, j'ai vu la polémique, enfin, le semblant de polémique qui s'en est suivi, et je me suis dit, bah oui, finalement, on s'est bien fait avoir. C'est bien de l'avoir fait de cette manière-là, c'est rigolo. Parce qu'en plus, on peut se servir de ça dans d'autres circonstances aussi. Aurélien, je ne sais pas si tu le sais, parce que par exemple, quelqu'un a publié, il fait très chaud partout en Europe et en France en particulier, et quelqu'un s'est servi de la même photo, mais a découpé la carte de France sur la rondelle de chorizo en question, et a dit, ben voilà, ça c'est la carte des températures en France, et c'est vrai que ça colle à peu près. Si vous retirez en tout cas les bords, ça doit fonctionner aussi, parce que ça marche aussi pour les températures en France. Donc la tranche de chorizo, ça devient un classique quelque part. Un étalon. Un étalon, c'était de l'extra fort, il paraît. C'est de l'extra fort. C'est le point chorizo. Donc voilà. Pour le oui mais non, l'information technologique certes, mais improbable, mais technologique certes, qui conclut souvent, hein, et on espère de plus en plus régulièrement de nouveau à la saison qui vient nos épisodes hebdomadaires. Ce qui nous fait une belle conclusion à cet épisode 363. Il l'a relancé à 2 reprises, notre ami Aurélien. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est important d'aller l'écouter aussi. Le bonus, si vous ne l'avez pas encore écouté, allez-y. S'il est déjà disponible, s'il n'est pas encore, ça va venir. Ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas à aller jeter un œil ou une oreille sur le bonus, parce qu'il y a un bonus, forcément. C'est toujours comme ça. On va remercier nos petits camarades dans l'immédiat, David d'un côté et puis Aurélien de l'autre. Merci à tous les deux. On va se retrouver forcément pour le bonus, ou sinon bien plus tard, puisque d'ici quelques semaines maintenant, ce sera la saison 9 des Technos qui arrivera, et le planning est ouvert, et donc nos chroniqueurs sont en train de choisir ça et là leur date en fonction de leurs agendas personnels, etc. Comme ça vous savez tout, et donc on aura l'occasion certainement d'en reparler. Merci à tous les deux, merci à vous de nous avoir écoutés, on se dit à très très bientôt, et passez encore de bonnes vacances si vous avez encore des vacances à passer. À très bientôt, salut.